Le débat entre les politiques et les cadres, c'est un débat de façon qui sera toujours d'actualité. Le problème, c'est que le collectif des cadres est une organisation qui se voulait à l'époque fédératrice de tout ce qui venait de la Casamance pour penser Casamance. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel le collectif est né. Le collectif est né justement comme une sorte de prise de conscience au lendemain de la crise qui a secoué la région depuis 1982. C'est en 1983, donc immédiatement après l'éclatement de la crise, que de façon spontanée, les cadres qui étaient hors de la région, qui étaient à Dakar, se sont retrouvés pour dire mais tiens, qu'est-ce qui se passe chez nous? Et ils ont réfléchi et le premier document qui a été publié, qui a été un produit de cette réaction, c'est ce qu'on appelle le mémorandum des cadres, qui a été remis au chef de l'État de l'époque. Parce que ce document devait inventorier tous les problèmes que vit la région depuis les indépendances, donc depuis 20 ans, et ce sont ces problèmes peut-être qui, s'ils étaient pris en compte, auraient évité que ce qui est arrivé arriva. Alors donc vous voyez, il y avait déjà les politiques qui étaient là. Le collectif arrive, essentiellement au départ c'était des gens qui n'avaient pratiquement pas d'empreinte politique. Ils sortent ce document, ils le donnent forcément aux politiques, le président de la République. Et le président de la République, s'entourant de ses partenaires de la région, dit voilà ce que vos compatriotes m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a une synergie qui a conduit jusqu'à la naissance du collectif des cadres. Et donc, premier objectif, même s'il n'a pas été déclaré, c'était contribuer à ramener la situation de stabilité dans la région, donc la paix dans la région, par la prise en compte des vrais problèmes de la région. Alors, quand les choses ont commencé à bouger, vous savez, forcément, ça peut entraîner une sorte de rivalité, de jalousie, parce que les politiques diront oui, mais si nous on croise les bras et que les autres règlent, c'est comme si on n'a rien fait. Les autres diront oui, mais si nous aussi on laisse les autres faire, c'est comme si, etc., etc. Mais quand même, ça a permis de fédérer à un certain moment tout ce qui pouvait apporter quelque chose en dehors des cadres politiques, parce qu'il faut dire que les cadres politiques, c'était des cadres à caractère national, alors que le collectif avait un cadre plus restreint, c'était les Casamancés, ressortissants Casamancés, de tous bords, n'est-ce pas, qui acceptent volontairement de venir contribuer à une réflexion pour la prise en compte des problèmes. Cela a fonctionné, et je crois que de 83 pratiquement jusqu'aux années 92, vraiment, ça a permis de voir par comment il fallait commencer la résolution de ce problème. S'il y a des acquis qui ont été notés dans ce sens-là, il y a quelque part un très grand apport du collectif des cadres. Bon, mais vous savez, le problème étant ce qu'il est aussi, il a pris d'autres dimensions, ce qui fait qu'à un certain moment, aussi bien les politiques que les cadres ont été pratiquement déclarés persona non grata par les interlocuteurs qui devaient être, n'est-ce pas, ceux-là à qui il fallait parler, c'est-à-dire les responsables du mouvement irrédentiste, à tort ou à raison. De toute façon, c'est arrivé, vous entendez parfois une déclaration qui dit qu'ils ne reconnaissent aucun collectif d'État, ou bien qu'ils ne reconnaissent pas tel politicien, etc. Est-ce que c'était fait à dessein? La réponse que moi j'ai aussi, oui, c'était fait à dessein. Vous savez, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et dans cette même citation, on peut dire également que les lobbies n'ont pas d'amis, les lobbies n'ont que des intérêts. Or, vous savez, notre région, ce n'est pas n'importe quelle région. C'est une région hautement stratégique. Ce qui appelle de notre part plus de responsabilité quant à la prise, n'est-ce pas, de position par rapport à un problème quelconque. Nous sommes dans une sous-région où il y a déjà cette géopolitique, que moi j'appelle géopolitique anormale, parce qu'un Sénégal qui a en son sein une Gambie, c'est une géopolitique anormale. Ensuite, à côté, vous avez un État lusophone, c'est la Guinée-Bissau, tout seul isolé là,
puis après c'est la Grande Guinée francophone, ensuite c'est la Sierra Leone, le Libéria, n'est-ce pas? Puis ensuite c'est la Grande Côte d'Ivoire francophone. Mais vous savez, les rivalités que les Européens ont transférées ici sont encore actuelles. Et jusqu'à présent, mais tout ce qu'il y a comme petits problèmes en Occident, mais ça se répercute forcément chez nous. La Gambie, n'est-ce pas, jusque-là, elle était membre du Commonwealth. Mais nous sommes les défenseurs de la francophonie et nous avons dans notre ventre un éminent membre du Commonwealth. Vous savez, dès qu'il y a un petit problème, mais ça se répercute là. Nous devrions avoir l'intelligence de comprendre que les intérêts des populations de Casamance, c'est d'abord la stabilité régionale. Mais la stabilité de la région de Casamance, donc à l'intérieur du Sénégal, dépend exclusivement et presque à 200% de la stabilité dans la sous-région. En Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Si nous le comprenons, mais nous pourrons jouer un rôle utile. Mais si nous pensons que oui, parce que je suis un chef de X ou bien je suis responsable de tel parti, je dois prendre position par rapport à X, Y et le dire de façon ouverte, mais cela peut avoir une répercussion sur la gestion même du processus interne de la paix au Sénégal. Parce que, dites-vous bien que, comme on le dit, ce qui peut se passer à Bissau demain va forcément avoir une répercussion sur le processus. Tout comme ce qui va se passer en Gambie peut avoir une répercussion sur le processus. Et c'est pourquoi j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle le Sénégal ne peut pas et ne doit à aucun moment penser que une déstabilisation du système en Gambie est profitable au Sénégal. Quelle que soit la manière, le bout par lequel on prend le problème. Parce que, d'abord, s'il y a une déstabilisation du système en Gambie, on ne sait pas qui prendra le pouvoir en Gambie et comment il va apprécier, lui, la situation par rapport à ses intérêts et aux intérêts de ses partenaires. Il en est de même pour la Guinée-Bissau. Donc, nous nous trouvons dans une situation tellement anormale que notre comportement devrait d'abord être un comportement hautement responsable. Donc, chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on doit voir ce que cela peut avoir comme implication au plan local, mais ce que cela peut avoir comme implication immédiate dans l'environnement immédiat. Et j'aime le dire, l'avenir du Sénégal, c'est dans la sous-région. Le Sénégal a atteint les limites possibles de son développement. Il n'y a plus d'autres possibilités. Ce qui reste maintenant, c'est au niveau macro. Or, pour poser des jalons et des actions au plan macro, il faut que le Sénégal s'associe à d'autres États de la sous-région, tels que la CEDEAO ou l'UEMOA. Mais pour consolider justement ces tentatives de construction de ces sous-ensembles, mais on ne peut partir que de petits ensembles. Or, le premier petit ensemble qu'il faut faire, c'est d'abord l'intégration de tout le territoire sénégalais, que les uns appellent le désenclavement de la Casamance, ou comment j'appelle l'intégration de la Casamance dans l'espace sénégalais. Et ensuite, quid de la Gambie dans le Sénégal. C'est pourquoi j'aime prendre l'image suivante. Je dis, la Casamance est la charnière, n'est-ce pas, de la porte du Sénégal vers l'intégration. Alors, imaginez une bâtisse, s'il n'y a pas une bonne porte, avec de bonnes charnières, mais vous n'aurez jamais accès à cette bâtisse. C'est cela. On ne peut pas construire l'intégration africaine à partir du Sénégal sans permettre à la Casamance de jouer le rôle qu'elle doit jouer. À cause de son voisinage immédiat avec les territoires que j'ai cités tantôt, la Gambie anglophone, la Guinée lusophone et l'autre Guinée francophone. Et au-delà de cette Guinée francophone, il y a la Sierra Leone, le Libéria qui sont anglophones.